Bonjour à tous, bienvenue dans Du grain à moudre d'été. Ce soir, qui contrôle encore la police ? La disparition de quelqu'un à l'occasion d'une intervention policière constitue un devoir de réaction. Toutefois, ça ne veut pas dire que l'on doit faire toute la lumière. Ça veut dire qu'on doit faire ce qu'on peut avec les moyens dont on dispose dans le cadre d'une enquête administrative. Ainsi réagissait la directrice de l'IGPN dans un long entretien à Libération dimanche dernier. Brigitte Julien répondait aux critiques formulées à l'encontre de l'Inspection générale de la police nationale et de son tout récent rapport qui dédouane les forces de l'ordre de la chute dans la Loire de Steve Canisso la nuit de la fête de la musique à Nantes. La police des polices aurait un périmètre d'action très étroit, dit-elle encore. Exemple, il n'est pas possible d'accéder au PV de plainte, on ne peut pas non plus convoquer des tiers, ils doivent se présenter spontanément. Et le chef de l'unité de coordination des enquêtes, David Chantreux, d'ajouter « On ne dit pas qu'il n'y a aucune possibilité d'un lien entre la chute de Steve et l'intervention de la police, on dit simplement qu'on n'en a pas établi avec nos moyens. » Dans ce cas, on est en droit de se le demander, à quoi sert l'IGPN ? Particulièrement sollicité depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, ces rapports se suivent et se ressemblent, les enquêtes sont tout ou presque classées sans suite, ainsi par exemple de celle qui concernait l'interpellation des 150 élèves de Mantes-la-Jolie en décembre dernier en marge d'un blocage lycéen. L'IGPN est-elle sous tutelle du politique, comme le disent ses détracteurs ? Comment mène-t-elle ses enquêtes ? Fait-elle trembler les commissariats ? Qui contrôle encore la police ? Nous recevons 3 invités pour en parler. Bonsoir Fabien Jobard. Bonsoir. Vous êtes chercheur au CNRS, rattaché au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales, c'est le CESDIP. Vous êtes ici en studio avec Marion Guémas. Bonsoir. Bonsoir. Responsable des programmes police, justice, prison à l'ACAT, qui est l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Ainsi qu'à vous, bonsoir Denis Jacob, bonsoir. Secrétaire général d'Alternative Police CFDT. Voilà, vous êtes donc tous les 3 ici pour parler sereinement, mais sans doute avec beaucoup de désaccords ou pas, de nuances dans vos positionnements sur cette question du contrôle de la police. Vous avez peut-être les uns et les autres lu le rapport de l'IGPN publié il y a 8 jours et qui dédouane les forces de l'ordre de la chute de Steve Canisso dans la Loire. Voilà le récit que fait cette synthèse de rapport de la nuit du 21 juin à Nantes. Voyant que la musique continue au-delà de leur limite autorisée, qui est donc 4 heures, une équipe de 4 policiers se rend sur place, bientôt renforcés par une vingtaine d'agents. Ils reçoivent des projectiles et ripostent à l'aide de gaz lacrymogène, de tirs de lanceurs de balles de défense, donc les LBD, et de grenades de désencerclement ainsi que d'un taser. Usage de la force qui était, dit la synthèse, justifié et qui n'est pas apparu disproportionné. Alors, Denis Jacob, comment on mesure que l'usage de la force est disproportionné ou ne l'est pas ? Dans les 2 cas, c'est subjectif. Or, dans Libération, Brigitte Julien dit que l'IGPN parle en droit. Oui, parce que quand les fonctionnaires de police sont intervenus, il faut savoir que préalablement, contact a été pris avec le seul DJ qui avait refusé de couper la musique. Ils sont intervenus, sont allés le voir, ils ont dialogué, ils ont demandé à ce que ce soit coupé, et le DJ ne s'est pas exécuté, et en plus, il a harangué la foule. Donc du coup, il a commencé à y avoir un peu de violence de la part de ceux qui fêtaient ce soir-là. Et donc, il a été décidé d'intervenir. Est-ce que l'intervention était adaptée ? Je ne peux pas le dire, moi, parce que j'étais pas sur place, et donc je ne préjugerai pas de ce qui s'est réellement passé. Pour autant, les fonctionnaires ont exécuté les ordres qu'ils ont reçus et sont intervenus avec les moyens qu'on leur attribue dans le cadre de ce que permet la loi. Pas plus, pas moins. Et c'est là-dessus qu'argumente l'IGPN. Mais je pense qu'il faut prendre le problème bien en amont. Et c'est pour ça d'ailleurs que le Premier ministre a demandé une enquête IGA. C'est pourquoi l'Inspection générale de l'administration. Pourquoi la préfecture, pourquoi la municipalité a autorisé un tel événement en ce lieu, alors qu'il est clairement établi que dans les années précédentes, on a eu des faits de personnes alcoolisées ou sous l'emprise de stupéfiants qui se sont déjà retrouvés à la Loire
pourquoi ce lieu n'a pas été sécurisé, pourquoi on a autorisé cette fête de la musique jusqu'à 1h du matin et une tolérance jusqu'à 4h, et pourquoi ce DJ ne s'est pas exécuté, parce que sa responsabilité est aussi engagée. Je ne veux pas dédouaner le choix de l'intervention de police. Voilà, parce qu'on dit que le rapport qui désigne la responsabilité de la municipalité dédouane d'une certaine manière la responsabilité de la police. Donc, pour rester sur les faits, puisque vous voulez rester sur les faits, Denis Jacob, vous n'étiez pas sur place, on dit dans le rapport qu'en 20 minutes, de 4h31 à 4h52, 33 grenades lacrymogènes ont été tirées, 10 grenades de désencerclement et 12 tirs de lanceurs de balles de défense. Est-ce que, comme ça vous paraît habituel ? C'est habituel, surtout qu'il faut signaler qu'il y a eu 4 policiers blessés dans cette intervention. Est-ce qu'il fallait intervenir de la façon dont ils l'ont fait, avec ce nuage de gaz lacrymogène, en repoussant ces personnes vers la Loire? Je ne sais pas si c'était adapté, mais on ne peut pas dire qu'il ne fallait pas intervenir. On est requis pour des troubles à l'ordre public. Notre travail, c'est de rétablir la paix publique. Après, est-ce que c'est comme ça qu'il fallait intervenir? C'est aux autres enquêtes, puisque je rappelle que l'enquête IGPN n'est qu'une enquête administrative, et que son but, son rôle, c'est avant tout de voir s'il y a eu des manquements de la part des policiers, et non pas d'établir les faits judiciaires qui peuvent s'inscrire dans le cadre, malheureusement, du décès de Steve Canisso. Il ne faut pas occulter qu'on n'était pas face à un certain nombre de personnes passives. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés pour faire cesser la fête, ils se sont pris tout un tas de projectiles, et qu'il a fallu prendre une décision à l'instant T, à chaud, pour pouvoir intervenir. Sachant que des témoins, alors en l'occurrence un témoin qui est cité de façon anonyme dans le rapport, mais dont le journal Le Monde a retrouvé la trace, dit qu'il était allé voir les policiers, et il n'est pas le seul, en disant attention, il y a la Loire, et là des gens sont en train de tomber dans la Loire. Et ce que ce rapport de l'IGPN écrit noir sur blanc, c'est qu'aucun élément ne permet d'établir que les forces de police ont procédé à un quelconque bond offensif ou une manœuvre s'assimilant à une charge qui aurait eu pour conséquence de repousser les participants à la fête vers la Loire. La question qui se pose, c'est comment ont procédé les fonctionnaires de l'IGPN, puisque de nombreux témoins ont donc témoigné dans la presse, et Brigitte Julien dit qu'elle les a pas vus, ces témoignages dans la presse, mais que sans doute les fonctionnaires de l'IGPN l'ont vu, pour dire, et notamment ce Jérémy qui dit que lui, il est tombé à l'eau, il voyait plus rien, il entendait les gens qui tombaient, lui, il ne voyait plus rien, il s'est accroché à une corde. Mais que voilà, il y a des témoignages pour dire qu'ils sont tombés dans l'eau parce qu'ils n'avaient pas le choix, et que ces témoignages-là ne figurent en aucun cas dans le rapport de l'IGPN. Parce que le rapport IGPN, je le répète, c'est une enquête administrative dont le premier objectif, c'est d'établir s'il y a eu manquement ou pas de la part des fonctionnaires de police. C'est pas par rapport à un ordre donné. Par rapport à un ordre donné, par rapport à leur intervention, si ça a été, s'il y a eu des blessés. Là, en l'occurrence, moi je mets un petit bémol par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Moi je l'ai lu, ce rapport. Alors ce qui est dommageable, c'est le problème de la communication. Là il y a un vrai problème de communication et de pédagogie sur ce que fait l'IGPN, sur le rôle et sur la transparence vis-à-vis de la population. Ça c'est un vrai sujet. Mais le rapport ne dit pas qu'il dédouane la police. Il dit que le rapport n'apporte pas suffisamment d'éléments pour établir qu'il y a un lien de cause à effet entre l'intervention de police et la disparition de Steve. Et ça, c'est l'enquête judiciaire qui doit l'établir. Et c'est là qu'il va y avoir l'audition de tous les témoins, de tous ceux qui ont pu voir quelque chose quand il y a eu cette intervention de police. Donc mais il ne faut pas occulter le fait aussi, et ça je le dis depuis le début, qu'il reste et qu'il y a toujours des zones d'ombre par rapport à ce rapport. Il n'est pas question de dire que tout est bouclé, que tout est clos. Et voilà, moi je dis, on voit bien dans ce rapport qu'il y a des zones d'ombre sur ce qui s'est passé. Et il faut qu'on éclaircisse ça, parce qu'on a un devoir de transparence et d'explication, ne serait-ce que pour la famille de Steve. Alors ce doit être fait notamment parce que le procureur de Nantes a de son côté ouvert une instruction pour homicide volontaire, donc une procédure judiciaire qui s'ajoute à la réponse de l'administration, l'IGPN, le corps policier qui n'apprécie pas toujours l'action du défenseur des droits, mais de l'IGPN. Alors c'est cette police des polices qui est censée superviser, contrôler le travail de la police. Comment les policiers, comment les forces
forces de l'ordre l'appréhendent. Denis Jacob, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'être entendu par l'IGPN dans la moindre... Moi non, j'ai jamais eu cette chance, entre guillemets, d'être auditionné par l'IGPN. J'ironise quand je parle de chance, parce que le simple fait d'être convoqué à l'IGPN est déjà vécu comme une sanction par les policiers. La convocation, oui, c'est déjà quelque chose de difficile. Parce qu'on n'enlève pas la réputation de l'IGPN, comme on l'appelle communément chez nous les bœufs-carottes. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est que l'IGPN a une façon d'enquêter et de poser des questions suffisamment alambiquées pour essayer de vous faire dire ce que on a envie d'entendre de vous ou ce que vous voulez pas dire. L'IGPN n'est pas appréciée par les policiers en général parce qu'on la considère comme une direction qui n'enquête qu'à charge contre les policiers et rarement à décharge. C'est comme ça que c'est ressenti chez nous. Et parce que vous pouvez très bien être auditionné, voire sanctionné pour une affaire d'ordre privé. Par exemple, on en parlait avec Marion ce matin dans le cadre d'un rendez-vous, le fait de ne pas avoir payé son loyer et de se retrouver mis en demeure par... eh bien, vous pouvez être auditionné par l'IGPN, un problème de couple, dispute... Un problème privé, quoi, de oui, policier. bien sûr, parce qu'on est policier, parce qu'on a un devoir d'exemplarité et que le moindre écart peut vous valoir une convocation à l'IGPN. C'est régulier. Denis Jacob, avez-vous l'impression que les fonctionnaires de l'IGPN se sentent eux-mêmes, en quelque sorte, redevables du ministère de l'Intérieur, se sentent liés à lui? Non, je ne le pense pas. C'est pas la directrice de l'IGPN qui mène les enquêtes. Déjà, faut déjà le dire, parce que je pense que la pauvre, les journées de 24 heures seraient pas assez longues. Ce sont des policiers de terrain, ce sont des gradés, des gardiens, des officiers, des commissaires, donc un service de police comme un autre qui enquête sur les policiers. Et donc, ces collègues-là ne sont pas soumis à la moindre pression politique. Après que la directrice rédige un rapport pour que ça corresponde un peu à ce qu'on attend d'elle, sans occulter les faits, peut-être. Moi, je ne suis pas là pour juger du travail de Brigitte Julien, sa prédécesseur, Madame Monégé-Guianvar. Elle était connue pour taper un peu plus du poing sur la table. C'est quelqu'un qui était très droite. Moi, je l'ai côtoyé pas mal de temps dans le cadre des instances au sein du ministère de l'Intérieur. Elle a fait beaucoup pour rendre beaucoup plus transparente l'IGPN, pour avoir un devoir de rendre compte à la population. Et je pense que c'est sain pour la police nationale. Mais je veux quand même préciser que l'IGPN n'est pas la seule instance de contrôle et de surveillance de la police nationale, il faut quand même que la population le sache, et que ce n'est pas l'IGPN qui prend le plus grand nombre de sanctions dans la police nationale. C'est l'autorité hiérarchique, c'est-à-dire les chefs de service, les directeurs départementaux. Il y a des conseils de discipline et il faut savoir qu'en 2018, il y a eu plus de 2000 sanctions de prise et sur ces plus de 2000 sanctions, il y en a eu, je crois, à peine 150 par l'IGPN. Vous avez trois échelles de sanctions. Vous avez premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Oui. Le troisième groupe, c'est le plus important. Mais il faut savoir qu'effectivement, l'IGPN ne prend pas la sanction et la propose, mais qu'en général, quand l'IGPN propose la sanction, elle est suivie d'effet par l'autorité hiérarchique, parce que vous le disiez très justement, quand l'IGPN prend une sanction, c'est dans le cadre d'une affaire d'une extrême gravité, parce qu'on a en dessous d'autres échelles de sanctions moins graves que l'autorité hiérarchique prend d'elle-même. Donc par exemple, plutôt que de, quand vous dites des sanctions d'une extrême gravité, ça serait à l'encontre d'un fonctionnaire, d'un agent qui a des problèmes d'argent et qui n'a pas payé ses dettes, plutôt que de fonctionnaires qui ont lancé des gaz lacrymogènes vis-à-vis de manifestants. Par exemple, des fonctionnaires qui prenaient par exemple l'affaire Néret. Alors, Denis Jacob, est-ce que vous sentez, en tant que secrétaire général d'Alternative Police CFDT, mais policier, est-ce que vous avez l'impression d'être contrôlé dans tous les sens, qu'on vous demande de rendre des comptes tout le temps, contrairement à ce qu'on entend aujourd'hui, que la police a géré eu des sanctions? Non, alors non seulement on est énormément contrôlé, mais on l'est doublement de par l'IGPN et de l'autorité judiciaire. Et pour donner un exemple, un fonctionnaire de police qui serait mis en cause dans une affaire qui devrait passer en correctionnel, par exemple, peut se voir complètement blanchi et relaxé et se voir malgré tout sanctionné administrativement.
C'est le principe de la double sanction. Double sanction des fonctionnaires, hein, des fonctionnaires, oui, pas que des policiers. On est quand même le corps le plus sanctionné dans la fonction publique. Et pour rejoindre ce que disait Fabien Jobard tout à l'heure par rapport à la plateforme de signalement qui a été mise en place par l'ancienne directrice de l'IGPN, effectivement, il y a beaucoup de signalements et très peu sont traités par l'IGPN. Pourquoi ? Parce qu'en fonction du niveau de gravité du signalement effectué, soit c'est l'IGPN qui traite, soit c'est l'autorité locale. Donc si c'est par exemple un fait qui s'est produit dans le 10e arrondissement et que c'est par exemple un contrôle d'identité lors duquel un policier aurait manqué de respect, eh bien c'est l'autorité hiérarchique locale qui va traiter ce type de signalement et pas l'IGPN. Ça c'est important de le préciser. Et puis pour revenir à ce qu'on disait sur essayer de trouver une faute collective par rapport à l'affaire de Steve Canissos, ce qui s'est passé et comment l'intervention s'est déroulée, je rappelle quand même que l'IGPN met en cause un policier pour lequel une autre enquête est en cours, pour avoir notamment utilisé ce qu'on appelle vulgairement la matraque. Chez nous, on parle de tonfa, mais voilà, parce qu'il aurait frappé une personne qui était au sol. Donc, pour bien montrer que ce rapport ne dédouane pas certaines choses et qu'au contraire, quand il s'agit de pointer du doigt des manquements, c'est fait très clairement par l'IGPN, d'où la crainte de mes collègues quand ils font des interventions et le risque qu'ils ont d'être très rapidement convoqués à l'IGPN en cas de manquement. Donc, parmi tous les exemples que vous avez cités tout à l'heure à l'étranger, Fabien Jobard, qu'est-ce qu'on peut prendre comme idée ici et là? Quelle réforme de l'IGPN on peut envisager? Parce que je pense qu'autour de la table, je ne sais pas si vous aussi, Denis Jacob, vous êtes d'accord, mais vous avez l'air a priori plutôt partant pour une réforme de l'IGPN. Il faut déjà préciser que l'IGPN ne classe aucune affaire. Ne classe aucune affaire. C'est l'autorité judiciaire qui décide de classer. L'IGPN... Conclut à l'absence de... Voilà, c'est pas l'autorité administrative qui décide de classer une affaire. Tout ce qui pourra aller dans le sens de la plus grande transparence du travail de la police nationale est une bonne chose. Mais il faut aussi rappeler que la grande majorité des policiers font très bien leur travail et que malheureusement, c'est une minorité de faits qui jettent l'opprobre sur toute l'institution. Mais tout ce qui ira pour améliorer le fonctionnement de la police et du devoir de rendre compte à la population sera toujours une bonne chose. Très bien. Transparence, c'est sur quoi a misé le Royaume-Uni, par exemple, pour le bureau indépendant sur la conduite de la police qui met en ligne toutes les affaires dont elle est saisie, ce qui n'empêche pas, on rappelait des enquêtes récentes, d'être les policiers britanniques, d'être critiqués, et ce qui n'empêche pas non plus les bavures. En tout cas, merci à vous trois d'avoir été avec nous ce soir. Marion Guémas, Denis Jacob, ainsi qu'à vous, Fabien Jobard, dont je